Je n'avais pas prévu d'ouvrir cette armoire-là. Elle était au fond du couloir, celle qu'on laissait toujours fermée, comme si la poussière avait droit à sa propre intimité. La maison sentait le bois froid et le linge trop longtemps rangé. Dehors, la pluie avait commencé sans conviction, une pluie fine, presque polie, qui tapotait les vitres comme une main hésitante. Tout était encore à sa place, et pourtant rien n'était normal. Sa tasse était là, son manteau aussi. Même l'horloge de la cuisine continuait à faire semblant d'avancer, avec ce petit tic-tac régulier, insolent. Mais lui n'était plus là. Je m'étais dit que je venais seulement trier, faire ce qu'on fait après, ranger pour ne pas penser, empiler les objets pour ne pas entendre ce qui reste quand quelqu'un part. Mes doigts étaient engourdis, pas seulement par le froid, mais par cette fatigue épaisse qui collait aux os depuis l'enterrement. J'ai tourné la clé. La serrure a résisté un instant, puis elle a cédé avec un petit soupir métallique. L'air qui s'est échappé avait une odeur plus ancienne que la maison elle-même. Papier, cuir, quelque chose de légèrement amer, comme un parfum oublié au fond d'une poche. La lumière du plafond était trop blanche, trop crue. J'ai éteint, et j'ai laissé la clarté bleue du jour entrer par la fenêtre du couloir. À cette heure-là, tout avait des contours mous. Les objets semblaient flotter, comme s'ils ne voulaient pas être vus. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Pas tout de suite. Il y avait des boîtes de photos, des dossiers de factures, un sac de vêtements d'hiver, des choses logiques, des choses qu'on attend. Et puis, sur la dernière étagère, derrière une pile de draps pliés, il y avait ce carnet, un carnet simple, couverture sombre, presque noire, avec une texture de toile légèrement rugueuse. Pas d'étiquette, pas de titre, rien qui annonce son existence. Il était posé là comme on cache une lettre au milieu des livres, pas vraiment dissimulé, juste placé dans l'angle mort des habitudes. Je l'ai pris. Il était plus lourd que je ne l'aurais cru, un poids discret mais décidé, comme s'il contenait plus que du papier. Le silence autour de moi s'est épaissi. Même l'horloge, au loin, a semblé se faire plus discrète. Je me suis assise sur la marche du bas, carnet sur les genoux. Le couloir était frais. Je sentais la froideur du carrelage remonter à travers mon jean, mais je n'ai pas bougé. Le carnet était tiède, étrangement, comme s'il avait été tenu récemment. C'était impossible, et pourtant ma peau le croyait. J'ai passé le pouce sur la tranche. Les pages étaient usées, jaunies par endroits, comme si on les avait tournées 1000 fois. Sur le coin inférieur, une petite marque, une entaille fine, presque une cicatrice. Ça m'a frappé, sans raison claire. Une sensation familière, une image qui glissait trop vite pour être attrapée. Je l'ai ouvert. La première page était blanche, ou presque. Il y avait, en haut, une date écrite à l'encre, bleue, pas une date récente. Une date qui appartenait à un autre temps, à une autre version de nous. Et juste en dessous, mon prénom, écrit de sa main. Mon souffle s'est coupé, un geste ridicule, animal, comme si mon corps avait compris avant moi. Je me suis dit, c'est un carnet de souvenirs, un journal, une nostalgie tardive, une manière à lui de laisser quelque chose. Sauf que ce n'était pas ça. Les phrases n'avaient rien de tendre. Elles n'étaient pas écrites pour consoler. Elles étaient, nettes, directes, parfois presque sèches, comme un rapport intime, comme un aveu qui ne voulait pas être un aveu. Je lisais, et je sentais mon cœur faire un bruit lourd, presque audible. L'encre semblait encore vivante. Chaque ligne avait ce rythme particulier qu'il avait quand il réfléchissait trop. Une phrase courte, une autre plus longue, puis une pause, comme une respiration. Au bout de quelques pages, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait relever la tête, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une porte derrière moi. Une phrase simplement au milieu d'un paragraphe. Si elle le trouve, elle comprendra trop vite. Je suis resté immobile, carnet ouvert, mes doigts crispés sur la couverture. Dans le couloir, une lame de lumière glissait sur le mur, tremblante à cause de la pluie. Tout semblait soudain plus proche, trop proche. Le bruit d'un tuyau qui se dilatait, un craquement du bois. Le monde continuait, mais à une distance étrange, comme vu à travers une vitre. Je me suis dit, il parlait de quelqu'un d'autre, une autre elle, un souvenir, une histoire. Mais il y avait ce détail, toujours ce détail qui refuse d'être ignoré. Il avait écrit mon prénom, dès la première page, et cette phrase, si elle le trouve. Le carnet n'était pas un souvenir, pas une confession pour être pardonné. C'était un plan, une précaution, une chose qu'on laisse en espérant qu'elle ne sera jamais prise. J'ai tourné encore une page, lentement,
comme si la rapidité pouvait rendre tout irréversible. Et là, coincé entre deux feuilles, j'ai senti un relief, quelque chose de glissé, de caché, sans être collé. Je l'ai tiré du bout des doigts, un petit rectangle de papier plié en 4. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir que ma journée venait de changer de couleur. Je suis resté là, au bas de l'escalier, le carnet sur les genoux, le papier entre les doigts, incapable de décider si je voulais vraiment voir ce que lui avait voulu que je ne vois pas. Et dans la cuisine, l'horloge continuait de compter, comme si le temps n'avait rien à se reprocher. Je n'ai pas ouvert le papier tout de suite. Je l'ai reposé à l'intérieur du carnet, exactement à l'endroit où je l'avais trouvé, comme si le simple fait de le sortir avait déjà déplacé quelque chose d'irréversible. Mes mains tremblaient à peine, mais je le sentais dans mes épaules, dans cette tension sourde qui monte quand le corps devine un danger que l'esprit refuse encore de nommer. Je me suis relevé. Dans la cuisine, j'ai posé le carnet sur la table, à côté de sa tasse vide. Le contraste m'a frappé. Ce carnet sombre, presque sévère, posé là où, chaque matin, il laissait des cercles de café sur le bois clair. Deux mondes qui ne se parlaient pas. Je me suis servi de l'eau. Le verre a cogné légèrement contre l'évier. Le bruit m'a semblé trop fort, comme si la maison m'écoutait. Je me répétais que j'exagérais. Après une mort, on voit des signes partout. On transforme des coïncidences en messages. On invente des mystères pour ne pas accepter l'absence. C'était sûrement un vieux carnet, une ébauche de roman, des notes sans importance. Pourtant, je suis revenu m'asseoir, lentement. J'ai ouvert de nouveau à la première page. La date, mon prénom. Pourquoi mon prénom? Nous partagions beaucoup de choses, des souvenirs, des silences, des habitudes. Mais jamais il ne m'avait parlé d'un journal. Il n'écrivait pas comme ça, pas en cachette. J'ai continué à lire. Les pages suivantes parlaient de choses banales, des descriptions de journées, des phrases sur le travail, sur la fatigue, sur cette impression que le temps se contractait autour de lui. Rien d'inquiétant, presque rassurant. Puis, sans transition, une autre phrase m'a arrêté. Je n'ai jamais réussi à lui dire. À qui? Le paragraphe ne précisait rien. Pas de nom, pas de contexte. Juste cette phrase suspendue, comme un aveu sans destinataire. J'ai tourné la page. Il parlait d'un endroit où nous allions parfois. Un café près de la gare, celui avec les miroirs ternis et les chaises trop basses. Il décrivait la lumière de fin d'après-midi, la poussière qui dansait dans l'air. Il écrivait exactement comme il parlait quand il voulait éviter un sujet. Et puis cette ligne, presque anodine, elle était là ce jour-là, mais elle ne m'a pas vu. Mon estomac s'est noué. Je me souvenais très bien de ce café, très bien de ce jour-là. J'y étais allé seul. Il m'avait dit qu'il travaillait tard. Je me suis dit que ce n'était qu'une coïncidence. Une autre elle, une autre histoire. Le monde est plein de femmes invisibles dans les cafés, mais plus je lisais, plus les détails devenaient précis. Une écharpe claire, un carnet posé sur la table, une habitude de toucher le bord de la tasse avec l'ongle avant de boire. C'étaient mes gestes. Je me suis arrêté. J'ai fermé le carnet d'un coup, comme on ferme une porte trop vite. Le silence est revenu brutalement, épais, presque accusateur. Je regardais la couverture sombre. Et pour la première fois, j'ai eu une pensée absurde. Ce carnet me regardait aussi. Je me suis levé pour ouvrir la fenêtre. L'air froid est entré, chargé d'odeurs de pluie et de métal mouillé. J'avais besoin de sentir quelque chose de simple, de réel. Le monde dehors continuait, indifférent à mes doutes. Je me suis dit, il écrivait après coup. Il reconstruisait des souvenirs, il se trompait. Mais alors, pourquoi cette phrase? Si elle le trouve, elle comprendra trop vite. Comprendre quoi? Je suis revenu au carnet, plus lentement cette fois, avec cette prudence étrange qu'on a quand on sait qu'on ne pourra plus ignorer ce qu'on va découvrir. Je suis allé plus loin, sautant quelques pages. Et là, presque au milieu, un mot revenait plusieurs fois. Une enveloppe. Il parlait d'une enveloppe qu'il gardait au cas où, d'une enveloppe qu'il ne devait surtout pas laisser visible, d'une enveloppe qu'il n'avait pas encore décidé de brûler. Mon souffle s'est fait court. Dans l'armoire, il n'y avait pas d'enveloppe, pas à ma connaissance. Je me suis levé presque sans réfléchir et je suis retourné dans le couloir. L'armoire béante me faisait face, comme une bouche ouverte. J'ai fouillé de nouveau, plus méthodiquement. Derrière les dossiers, sous les draps, dans les boîtes de photos, rien. Quand je suis revenu à la table, j'ai compris quelque chose de plus inquiétant encore. Le petit papier plié que j'avais trouvé dans le carnet, ce n'était peut-être pas une note isolée. C'était peut-être ce qu'il appelait l'enveloppe. Je l'ai repris entre mes doigts, et pour la première fois depuis que je l'avais trouvé, j'ai senti une peur très claire se former en moi. Pas la peur de ce que j'allais apprendre.
la peur de ce que je savais déjà sans vouloir l'admettre. Je n'ai toujours pas ouvert le papier, mais je savais désormais une chose. Ce carnet n'était pas un souvenir, c'était une préparation, et j'étais exactement la personne pour qui il avait été écrit. Je n'ai pas ouvert le papier ce soir-là. Je l'ai glissé de nouveau entre les pages, refermé le carnet et je l'ai rangé dans le tiroir le plus bas du bureau, celui qui grinçait toujours un peu, comme si le cachet pouvait ralentir ce qui venait. La nuit est tombée sans que je m'en rende compte. Je me suis allongé sur le lit, les yeux ouverts, à écouter les bruits de la maison, le tic-tac de l'horloge dans le couloir, le chauffage qui claquait doucement, le vent contre les volets. Chaque son me rappelait qu'il n'était plus là pour se plaindre du froid, pour dire que l'horloge avançait trop vite, pour fermer la fenêtre avant que la pluie n'entre. Je me suis endormi très tard, et j'ai rêvé. Je rêvais d'une porte que je n'arrivais pas à ouvrir. La clé tournait dans le vide. Derrière, quelqu'un respirait, lentement, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Quand je me suis réveillé, le matin était gris, un de ces matins sans contour, où même la lumière semble fatiguée. Je suis allé directement au bureau, le tiroir, le carnet. Mes mains n'ont plus tremblé. Je l'ai ouvert presque au hasard, là où un marque-page improvisé, un ticket de métro ancien, coupait le fil de l'écriture. La date m'a frappé. C'était peu de temps avant sa mort. Il écrivait plus souvent. Les phrases étaient plus courtes, moins soignées, comme s'il avait peur de manquer de temps. Je lisais sans vraiment respirer. Il parlait de moi, pas de la femme que j'étais avec lui, de celle que j'étais quand je ne le savais, pas. Il décrivait une scène qui m'a glacé. Un soir tard dans notre salon, moi endormi sur le canapé, la télévision allumée sans son, lui debout près de la bibliothèque tenant quelque chose dans la main. Elle dormait. Je l'ai regardée longtemps. Je me suis demandé si je devais lui dire. Dire quoi? Je me souvenais de cette soirée. Très bien. J'avais prétendu dormir pour qu'il arrête de parler de son travail. Je sentais encore le tissu du canapé contre ma joue, la lumière bleue sur le mur. Je l'avais entendu se lever. Je n'avais jamais su pourquoi. Je continuais à lire. Il écrivait qu'il avait presque tout avoué ce soir-là, qu'il avait fait quelques pas vers moi, puis reculé. Si je parle, je détruis ce qu'il nous reste. Ce mot m'a arrêté. Détruire. Il n'écrivait jamais comme ça. Les pages suivantes devenaient plus confuses. Il parlait d'une erreur ancienne, d'une décision prise trop vite, d'une vérité qu'il avait enterrée dans un objet. Dans un objet. Mon cœur battait trop fort. Je tournais les pages plus vite, cherchant un nom, une date, quelque chose de clair, mais tout restait flou, volontairement. Puis, au détour d'un paragraphe, une phrase m'a fait lâcher le carnet. Il est tombé par terre dans un bruit sec. Elle croit que ce souvenir lui appartient. En réalité, il est à moi. Quel souvenir! Je suis resté immobile longtemps, assise par terre, le carnet ouvert à mes pieds. J'avais l'impression étrange d'être entré dans une conversation qui ne m'était pas destinée, et pourtant entièrement construite autour de moi. Je pensais à tous ces moments de notre vie, aux photos, aux objets que j'avais gardés, à ce petit carnet de notes que je croyais connaître par cœur. Je me suis levé lentement. Je suis allé dans la chambre. J'ai ouvert la boîte où je conservais les choses importantes, les lettres, les photos, les papiers qu'on ne jette jamais sans savoir pourquoi. Mes doigts ont touché un objet oublié au fond, un petit carnet, plus ancien, le sien. Celui qu'il emportait parfois en voyage et que je croyais vide. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, une seule page écrite, et collée au milieu, une photographie. Je l'ai reconnue immédiatement, une photo de moi, mais prise un jour dont je ne me souvenais pas. Je portais un manteau que je n'avais plus depuis des années. Je regardais quelqu'un hors champ, et surtout, sur mon visage, il y avait une expression que je ne m'étais jamais vue, une peur douce, comme si je savais déjà quelque chose que j'avais choisi d'oublier. Derrière la photo, un mot écrit de sa main, un seul, avant. Je me suis assise sur le lit, la photo serrée contre moi. Avant quoi? Avant notre rencontre officielle? Avant un mensonge? Avant un accident? Et soudain, une image est revenue, un souvenir flou, une dispute ancienne, une phrase qu'il m'avait dite un jour, presque en plaisantant. On s'est peut-être déjà connus, sans le savoir. À l'époque, j'avais ri. Maintenant, je ne riais plus. Je tenais dans mes mains un souvenir qui n'était pas le mien, et je comprenais que ce carnet ne racontait pas seulement ce qu'il avait caché, il racontait ce que moi, j'avais effacé. Et la question qui montait lentement en moi était bien plus dangereuse que toutes les autres. Qu'avais-je fait pour avoir besoin d'oublier? Je n'ai pas dormi la nuit suivante. La photo était restée sur la table de chevet, face contre bois, comme si je n'osais plus soutenir son regard. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce manteau,
cette rue floue derrière moi, cette peur tranquille dessinée sur mon visage. Une peur que je ne reconnaissais pas. Au matin, la lumière était plus crue que d'habitude. Elle entrait sans douceur par les rideaux mal tirés, révélant la poussière en suspension, les plis du drap, la chaise où il posait autrefois ses vêtements. Je me suis levé lentement. Le carnet principal m'attendait encore dans le bureau, ouvert à la page de la veille. Les mots semblaient différents maintenant. Moins abstraits, plus proches. Je relisais certains passages avec une autre attention. Il parlait souvent de « protéger ». Pas me protéger de quelque chose, me protéger de moi-même. Je me suis mise à chercher méthodiquement, page après page, date après date. Et peu à peu, une chronologie trouble est apparue. Des mois avant notre rencontre officielle, il écrivait déjà sur « elle », sur moi. Il décrivait une femme qu'il croisait parfois près d'une gare, toujours à la même heure. Une femme qui semblait attendre quelqu'un qui ne venait jamais. Il disait qu'il la reconnaissait sans savoir d'où. Il disait qu'il avait eu l'impression étrange de la connaître depuis longtemps. Mon souffle s'est raccourci. Cette gare, je la connaissais. Je prenais ce train tous les vendredis à l'époque, pour aller voir ma mère. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis levé brusquement. Dans l'armoire, j'ai retrouvé un vieux manteau, enfoui sous des vêtements trop récents, le même que sur la photo. Dans la poche intérieure, un ticket froissé. Je l'ai déplié avec des doigts malhabiles. Le nom de la gare était bien celui du carnet. Mais la date, cette date ne correspondait à aucun souvenir clair. Je ne me rappelais pas de ce voyage. Je ne me rappelais pas de cette journée. Je me suis assise par terre, le dos contre l'armoire, entourée de papiers, de carnets, de photos, comme une étrangère fouillant dans sa propre vie. Dans un tiroir, j'ai trouvé un dossier médical, le mien. Je ne savais même pas qu'il existait. À l'intérieur, quelques comptes rendus, des examens banals, puis une feuille plus épaisse avec un en-tête d'hôpital. Consultation post-traumatique. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru un instant que j'allais m'évanouir. Je lisais. Un accident de voiture, plusieurs années plus tôt. Un choc sans gravité apparente, mais une période de confusion. Une amnésie partielle. Je relisais cette phrase plusieurs fois, incapable de la comprendre vraiment. Amnésie partielle. Plus bas, une note manuscrite. La patiente a exprimé le souhait de ne pas raviver certains souvenirs liés à la période précédant sa rencontre avec son conjoint. Décision respectée. Conjoint. Lui. Il était déjà là. Avant même que je me souvienne de lui. Je me suis levé d'un bond. Tout prenait une forme terrifiante. Il ne m'avait pas seulement rencontré par hasard. Il m'avait retrouvé. Je suis retourné au carnet, à une page presque à la fin, que je n'avais pas encore osé lire. Les phrases y étaient tremblées, comme écrites dans l'urgence. Si elle se souvient, un jour elle me regardera autrement. Elle comprendra pourquoi je ne pouvais pas partir. Ce que j'ai fait n'était pas pour moi. C'était pour elle, pour moi. Mes mains se sont mises à trembler violemment. Je cherchais une confession claire, un aveu, une faute. Mais il ne disait jamais exactement quoi. Seulement ceci, presque à la dernière ligne. Le carnet n'est pas le plus dangereux. L'objet est ailleurs. Et elle le garde sans le savoir. L'objet. Je me suis figé. Je regardais autour de moi. Tous ces objets que j'avais hérités de lui, sa montre, ses clés, son portefeuille, sa vieille boîte en bois que je n'ouvrais jamais parce qu'elle sentait encore son parfum, et soudain une évidence froide. Ce n'était pas le carnet, ce n'était pas la photo. L'objet qui avait changé ma mémoire, c'était peut-être celui qui avait permis de l'effacer. Je me suis dirigé vers la boîte en bois. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, peu de choses. Un stylo, un briquet, une petite enveloppe jaunie, sans nom, sans date. Mon souffle s'est arrêté. Je n'avais jamais vu cette enveloppe. Elle était là depuis des années, à portée de ma main. Et je savais, avec une certitude qui m'a glacé, que ce que j'allais lire ne me laisserait plus jamais redevenir celle que j'étais. Je l'ai prise, je l'ai retournée. Sur le rabat, d'une écriture presque effacée, il avait écrit « À n'ouvrir que si elle commence à se souvenir ». Mes doigts ont hésité, très longtemps. Puis je l'ai ouverte. Et au moment précis où je touchais la feuille à l'intérieur, une pensée m'a traversé comme un éclair. Et s'il n'avait pas effacé ma mémoire pour me protéger, mais pour se protéger lui, la lettre tremblait entre mes doigts. Le papier était plus épais que je ne l'imaginais, presque rugueux, comme s'il avait attendu longtemps avant d'être lu. L'encre avait pâli par endroits, mais son écriture était intacte, reconnaissable entre toutes. Je me suis assise lentement sur le bord du lit. J'ai respiré une fois, puis j'ai commencé. Il n'y avait pas de salutation, pas de date, juste une phrase, posée là comme une confession déjà trop tardive. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi à te protéger jusqu'au bout. Mon cœur s'est serré.
Il écrivait qu'il m'avait rencontré bien avant que je ne me souvienne de lui, que nous nous étions aimés une première fois, que cet amour avait été violent, désordonné, trop intense pour nous. 2. Il parlait d'une nuit, d'un accident, d'une dispute sur une route mouillée. Il disait que ce n'était pas moi qui conduisais, il disait que c'était lui, que la voiture avait quitté la route, que j'avais perdu connaissance, que j'avais oublié, et que, lorsqu'on m'avait annoncé que certains souvenirs ne reviendraient peut-être jamais, il avait eu peur. Peur que je me souvienne de cette nuit, peur que je me souvienne de ce qu'il avait fait. Il écrivait qu'il avait insisté auprès des médecins, qu'il avait demandé qu'on ne stimule pas certains souvenirs, qu'il m'avait convaincu, quand je me réveillais confuse, que c'était mieux ainsi, que recommencer sans le passé serait une chance. Je lisais sans respirer. Il disait qu'il m'avait regardé retomber amoureuse de lui comme si c'était la première fois, qu'il avait porté ce secret chaque jour, qu'il avait espéré que je ne lirais jamais cette lettre. Je ne sais pas si j'ai effacé ta douleur ou seulement ma faute. Mes mains sont tombées sur mes genoux. Je ne pleurais pas. Pas encore. À la fin, une dernière phrase. Simple, presque tendre. Si un jour tu hésites à me haïr, souviens-toi que je t'aimais assez pour te laisser m'aimer sans me connaître vraiment. Je suis resté longtemps immobile. Le silence dans la chambre était plus lourd que jamais. Je regardais autour de moi, les photos de nous, les objets hérités, les souvenirs que je croyais vrais. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. Je ne savais pas si sa version était complète. Je ne savais pas s'il m'avait sauvé ou trahi. Je savais seulement une chose. Ma mémoire ne m'appartenait plus entièrement. Et lui, même mort, continuait à écrire mon histoire. Je suis allé à la fenêtre. Dehors, la ville continuait comme si rien ne s'était brisé. Je tenais encore la lettre dans ma main. Puis, sans vraiment réfléchir, je l'ai repliée. Je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai replacée dans la boîte. Je n'ai pas cherché d'autres réponses. Pas ce jour-là. Peut-être parce que certaines vérités ne guérissent pas. Elles déplacent seulement la douleur. Depuis, parfois, je me demande si l'amour peut survivre à un mensonge aussi ancien. Et si l'oubli est parfois une forme étrange de pardon. Et vous, que feriez-vous si un objet vous disait la vérité que personne n'a osé vous dire ?